La présentation suivante de Nathalie Nézy sera des mutants pour élargir la base génétique du colza. Donc une autre technologie essentielle à l'amélioration des plantes qui part bien entendu de la mutagénèse naturelle que l'on peut trouver partout dans le monde vivant et qui a permis l'explosion de la biodiversité sur la Terre sur des millions et des millions d'années, mais cette fois-ci une mutagénèse qui est dirigée et qui est donc complètement maîtrisée par le génie humain. Initialement, donc la présentation était très tournée, enfin la commande de Michel quand il m'a demandé de participer à ce colloque était surtout tournée vers la mutagénèse, mais après discussion avec Michel, j'ai élargi aussi aux hybrides de colza. Donc en fait, je vais suivre le plan suivant pour la présentation, donc une présentation générale du colza et de la position de la culture. Je vais revenir aussi largement sur les hybrides de colza et les hybrides de Minin. Je vais parler des colzas donc, qui ont un profil haut oléique et bas linolénique en acide gras. Et puis, je finirai donc mon intervention par une utilisation plus récente des collections de mutants en génétique inverse. Donc, le colza, donc Brassica napus, donc le colza oléagineux, il existe des variétés de printemps et d'hiver. Donc, sous nos climats en Europe sont cultivées essentiellement des variétés d'hiver, en tout cas en Europe de l'Ouest. Le colza a un mode de reproduction donc qui est 2/3 autogame et 1/3 allogame. C'est un allotétraploïde qui est formé donc par l'hybridation. Ça c'est le. Oui, qui est donc issu du croisement interspécifique naturel entre un chou, Brassica oleracea, et une navette, Brassica rapa. Et en fait, donc, actuellement, on est en attente de la séquence de son génome qui devrait donc être disponible en 2012. Donc, c'est une culture oléagineuse majeure. C'est la première culture oléagineuse en France, avec 5,2 millions de tonnes en 2011, sur 1,3 million d'hectares, sachant qu'en 1960, la culture de colza était quasiment absente du paysage français. Et dans l'Union européenne également, donc le colza arrive en première position et en troisième position au niveau mondial, après l'huile de palme et de soja. L'Europe est le premier producteur de colza dans le monde et participe donc à hauteur de 33% pour la production mondiale de colza. Et la France se partage la première place, mais en 2011 donc occupait la première place, donc se partage la première place avec l'Allemagne, et en 2011 contribuait à hauteur de 28% de la production européenne. Le rendement du colza en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, puisqu'il y a différents types de colza dans différents environnements, mais en tout cas en Europe de l'Ouest, le rendement du colza en 2011 avoisinait 30-35 quintaux par hectare. Donc, en termes de sélection, les objectifs sont d'une part d'augmenter la production d'huile pour des usages alimentaires, mais également non alimentaires, tout ce qui est chimie verte et biocarburant. Donc, augmenter le rendement en graines, mais également la teneur en huile et l'extraction la pressabilité de cette huile. Donc, de plus en plus, on s'attache à travailler en contexte de bas entrants en azote et en pesticides. Donc là, il s'agit d'améliorer l'efficacité d'utilisation de l'azote par la plante et également les facteurs de régularité du rendement, résistance aux bioagresseurs, à l'averse et puis au stress abiotique, notamment aux contraintes de stress hydrique. Donc un autre objectif également d'anticiper des besoins spécifiques, notamment en valorisation alimentaire, en termes de composition en acide gras de l'huile, donc ça j'en reparlerai dans la suite, et d'assurer un débouché aux coproduits que sont notamment le tourteau qu'on obtient donc après extraction de l'huile, en travaillant d'une part sur la teneur en protéines, mais également sur l'appétence et la digestibilité du tourteau. Donc le colza, je l'ai dit en introduction, est une espèce à reproduction mixte. Elle peut donc être sélectionnée comme une espèce autogame ou allogame par soit la création de variétés lignées ou l'exploitation de la vigueur hybride. Et c'est ce que je vais traiter dans un premier temps avec le développement la mise au point de systèmes d'hybridation efficaces et notamment le système Augunra. Donc, les systèmes ici, je vais essentiellement donc diriger ma présentation sur les systèmes de stérilité mâle nucléocytoplasmique qui ont été identifiés par Augunra en 1968 chez le radis. C'est un système génétique à deux composantes. Donc, d'une part, un facteur mitochondrial
donc cytoplasmique et plus précisément mitochondrial inducteur de la stérilité mâle, donc S, ici noté S, et puis un facteur nucléaire qui peut prendre deux formes alléliques. Donc d'une part, la forme de mainteneur de stérilité, et donc quand on fait donc un croisement, on aura donc une lignée mâle stérile, et d'autre part la forme allélique restaurateur de fertilité, et donc quand on fait un croisement, là on aura un hybride F1 restauré fertile. Donc c'est ce qui a été utilisé donc, pour mettre au point le système de stérilité mâle cytoplasmique Auguinra chez le colza, donc pour l'obtention de colza mâle stérile. Donc un croisement entre un radis mâle stérile et le colza a été réalisé pour obtenir un colza mâle stérile, donc avec le génome du colza et un cytoplasme de radis. Il s'avère qu'en présence du cytoplasme de radis, ce génome de colza fonctionne mal et présente donc les plantes résultantes présentent des altérations, notamment une déficience en termes de chlorophylle et une faible production de nectar, d'où une faible attraction des pollinisateurs. Donc, les chercheurs de l'INRA de Versailles et de Rennes ont eu l'idée de rajouter dans ce cytoplasme de radis un petit peu de cytoplasme de colza pour que ça fonctionne mieux. Et donc, il y a eu réalisation de fusion de protoplasmes entre des protoplasmes issus de colza mâle stérile et des protoplasmes issus de colza mainteneur, donc avec le génome du colza et les cytoplasmes de colza. La résultante a été l'obtention d'un colza mâle stérile avec un génome de colza et un cytoplasme hybride radis-colza. Donc on a appelé cybride, qui présentait une bonne valeur agronomique. Et ce type de colza est à la base de la majorité des hybrides actuellement cultivés en France. Il a fait l'objet d'un brevet, du brevet Auguinra, dont vous avez l'un des célèbres co-inventeurs dans la salle. Et donc, en 1994, a été inscrite la première variété hybride F1, Synergie, qui a été cultivée en association variétale composite hybride lignée, c'est-à-dire en gros 80% d'hybrides F1 mâle stérile en association avec 20% de lignées pollinisatrices qui apportaient donc le pollen pour produire des graines. La deuxième composante de ce système était donc d'identifier de mettre au point des colzas restaurateurs de fertilité. Donc, à partir d'un colza mainteneur, il y a eu introgression du gène. Dans un colza mainteneur, il y a eu introgression d'un gène de restauration du radis, RFO, chez le colza, pour obtenir donc des colzas restaurateurs de fertilité. Après un certain nombre de rétrocroisements et de sélections généalogiques faites soit à l'INRA ou soit chez les sélectionneurs, on a pu obtenir donc un colza restaurateur amélioré qui a été utilisé donc en croisement avec le colza mâle stérile pour obtenir des hybrides F1 restaurés, donc fertiles. Et en 1999 a été déposé le premier hybride F1 restauré, lutin. Donc, si ce système fonctionne bien, il est le plus utilisé actuellement dans le monde, mais il existe toujours des difficultés liées à la grande taille de l'introgression de radis. Ces difficultés étant par exemple la sensibilité à l'inverse ou l'existence de réarrangements au niveau de l'introgression. Donc, en fait, deux projets parallèles, ont été menés afin de pallier à ce désavantage dans les hybrides restaurés. D'une part, donc un premier projet a consisté à réduire la taille de l'introgression en utilisant donc une mutagénèse au rayon gamma sur le colza RFO, et donc les chercheurs ont pu identifier une lignée améliorée, donc présentant une introgression plus petite, et cette lignée R2000 a fait l'objet donc d'un brevet en 2003. Pour le moment, cette lignée a été donc transférée chez les obtenteurs, mais n'est pas encore commercialisée. Et puis parallèlement, les chercheurs donc se sont impliqués dans le clonage du gène RFO et ont pu identifier que RFO est une pentatricoptipeptide protéine repeat capable de restaurer la fertilité. Donc, le clonage du gène RFO a fait l'objet d'un brevet, donc déposé en 2003, et de 2 publications. Les perspectives sont l'étude fonctionnelle du gène RFO, mais également générer des colzas transformés portant la protéine PPR restauratrice. Et également, donc, il a été
donné en parallèle à ce travail une quinzaine de marqueurs qui ont été mis au point pour la sélection assistée par marqueurs et qui ont été transférés chez les obtenteurs. En parallèle à ce travail réalisé en France, conjointement entre l'INRA de Versailles et l'INRA de Rennes, ont été menés dans le monde un certain nombre de projets de clonage de gènes de restauration, notamment au Japon, au Canada, sur le même gène RFO que celui utilisé en France, et également chez le pétunia. Si on fait un point sur la part des hybrides de colza en France, donc on s'aperçoit donc que le système Augur-INRA est largement prédominant, au moins sur le marché français. Par contre, il existe également d'autres systèmes de stérilité mâle concurrents et complémentaires qui n'utilisent pas la même base. Les hybrides restaurés s'imposent de plus en plus sur le marché des semences certifiées. Ils ne représentaient que 32% en 2006, mais leur proportion a largement augmenté. Et aujourd'hui, donc, on a dépassé la moitié les 50% depuis 2009. Également, au niveau des inscriptions, le nombre d'hybrides restaurés ne cesse d'augmenter par rapport au nombre de lignées inscrites. On avait 10 hybrides restaurés inscrits en 2009 pour 12 lignées. On en avait 10 pour 3 en 2010 et 7 pour 2 lignées en 2011. Et ça ne cesse cet écart ne cesse de s'accroître. Au niveau des performances des variétés hybrides par rapport aux variétés lignées, ce qui a été noté entre 2006 et 2007, c'est que ces variétés sont plus productives, avec donc des gains en rendement de l'ordre de 0,4 à 3,2 quintaux par hectare. Elles sont plus régulières et ce qui est notable ce qui est noté, c'est que l'expression du potentiel des hybrides s'exprime notamment en situation limitante, c'est-à-dire en situation de stress hydrique, en semi-tardif ou dans des conditions moins bénéfiques. Cependant, donc, ces cultures requièrent plus d'attention. Ce sont des cultures qui sont assez pénalisées par la densité de semis et l'irrégularité du semis. Également, donc, il y a un risque majeur d'élongation automnale et un risque de fer, ce qui fait qu'il y a l'utilisation de plusieurs raccourcisseurs durant le cycle de culture. Et puis, ces cultures atteignent souvent des hauteurs assez importantes, en gros 170 cm de hauteur, qui fait qu'elles ne sont pas forcément faciles à gérer tout au long du cycle du colza. Donc, sont arrivés les hybrides restaurés demi-nains. Alors là, donc, ça me permet de faire la transition vers la mutagénèse, puisque donc, on a la partie hybride, dont j'ai largement parlé, et pour la partie nain ou demi-nain, il nous faut donc... Il n'y a pas de mutants nains naturels chez le colza. Donc, en fait, ces mutants nains ont été identifiés dans des populations mutagénéisées. La mutagénèse chez le colza, elle peut prendre différentes formes, mais il y a un certain nombre de collections de mutants qui ont été générées par des mutagénèses avec l'agent chimique EMS, éthylméthylsulfonate. Cet agent chimique va induire des modifications de base entraînant des appariements illégitimes, et donc la résultante, ce sont des mutations ponctuelles, c'est-à-dire une transition d'une base par une autre. Il est assez facile donc de réaliser des mutagénèses à l'EMS, en particulier chez le colza et de façon générale chez la plupart des plantes. Les graines donc sont traitées puis mises à germer. Ensuite, elles sont individualisées pour donner des plantules M1, qu'on appelle les plantules M1, qui sont la plupart du temps chimériques. Ces plantules M1 vont être conduites en tunnel ici pour l'exemple. Et sur ces plantules M1, on va individualiser les inflorescences afin de produire des lots de graines M2 individuels. Et enfin, donc, on récolte la ressource biologique qui est constituée par un certain nombre donc, de lots de graines M2. L'avantage de cette mutagénèse, c'est qu'elle n'a pas de biais positionnel et qu'elle permet d'obtenir une variabilité allélique importante.
Ici, donc, je vous ai représenté comment on pouvait cribler donc, une collection de mutants de colza par ce qu'on appelle donc, la génétique sens, c'est-à-dire sur un criblage phénotypique. Donc, on peut avoir un criblage sur le phénotype plante pour identifier par exemple des plantes naines ou des plantes qui présentent des différences de couleur de feuillage. On peut également avoir un phénotype graine basé sur la couleur sur une modification de la pigmentation de la graine. Ici, vous voyez des graines de colza qui sont entre guillemets normales, noires, et puis des mutants de notre collection de mutants EMS que nous avons générés à l'INRA-DREN et qui présentent des défauts de pigmentation de la graine. Pour les colzas nains et demi-nains, donc un colza nain a été identifié par l'INRA-DREN et a fait l'objet d'un brevet en 2002, il me semble, et bien avant. Je ne sais plus exactement la date. Et donc, ce mutant a été... la mutation a été introduite dans un colza mâle stérile et croisée avec un colza restaurateur pour obtenir un hybride restauré demi-nain. Donc, vous voyez ici que le mutant a une taille de 80 à 100 cm contre 160 pour le colza restaurateur et la résultante, donc l'hybride demi-nain, a une taille de 120 cm. Donc, lutin, le premier hybride restauré dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été déposé en 1999, est un hybride restauré demi-nain. Et ce type de variété a fait l'objet de 6 co-obtentions entre l'INRA et Seracem, donc un sélectionneur, donc une série d'autres dépôts qui ont suivi lutin. Actuellement, les variétés cultivées, il y a des variétés cultivées de demi-nains, d'hybrides restaurés demi-nains, qui sont déposées par NPZ, Monsanto ou Pioneer. Les avantages de ces variétés sont qu'elles peuvent être semées de façon précoce et vont permettre un piégeage assez important de l'azote. Elles présentent une bonne résistance au froid et à l'averse. Elles sont faciles à conduire et à récolter. Et puis, également, on note qu'il y a une meilleure résistance aux maladies, comme le sclérotinia, de par leur port compact. Ici, vous avez une photo, vous voyez donc le colza haut, colza demi-nain et colza nain. Cependant, les obtenteurs sont encore timides sur ce type de variété, car elles présentent encore des rendements inférieurs au colza haut, de 5 à 10%. Et actuellement, ce sont des cultures qui sont en développement, notamment dans les pays à hiver froid, type les pays baltiques, où elles atteignent 30 à 40% des cultures de colza. Je vais maintenant passer au colza oléique, donc high oléique pour le C18.1, and low linolénique pour le C18.3. Donc ici, vous avez une représentation de la biosynthèse, de la biosynthèse des acides gras chez le colza. L'objectif chez le colza, dans l'huile de colza, est d'augmenter la teneur en acide oléique, qui est actuellement de 60%, de l'augmenter vers un optimum de 75 à 80%, et de diminuer la teneur en C18.3, l'acide linolénique, qui est de 10% dans les variétés classiques, et donc de diminuer cette teneur à 2-3%. Et ceci donc afin d'améliorer la stabilité de l'huile aux fortes températures. Et également, donc, ça permettrait d'avoir une huile multi-usage, à la fois pour des usages alimentaires et non alimentaires. Les cibles qui sont donc mises en jeu dans cette recherche de nouveaux variants sont les fatty acides désaturases. Les fatty acides désaturases, puisqu'on a FAD2, fatty acide désaturases 2, qui réalise la désaturation de l'acide oléique en l'acide linoléique, et FAD3, fatty acide désaturases 3, qui réalise la désaturation de l'acide linoléique en acide linolénique. En phénotypant donc des populations de mutants de type EMS par des analyses en chromatographie en phase gazeuse, il a été possible d'identifier plusieurs mutants avec des compositions en acide oléique supérieures à 75% et un mutant avec une teneur en acide linoléique inférieure à 2-3%. Parallèlement, donc,
on a identifié donc les gènes ou les loci impliqués dans le caractère en clonant donc les gènes FAD2 et FAD3 chez le colza. Ces gènes étaient connus chez Arabidopsis. Donc là, on a utilisé pas mal d'informations qui venaient d'Arabidopsis pour transférer en colza, puisque sur les séquences codantes, en gros, on peut espérer avoir plus de 85% d'identité entre les deux crucifères. Suite à ce travail, donc, en ayant obtenu donc, la séquence de ces gènes chez le colza, on a pu identifier des SNP dans les gènes FAD2 et FAD3 et génotyper donc, ces marqueurs sur des populations en ségrégation et également mettre en évidence une relation entre le génotypage qui était fait à l'aide de ces marqueurs et le phénotypage, c'est-à-dire la teneur en ces deux acides gras. Ce travail a permis le développement de marqueurs moléculaires utilisables en SAM, en sélection assistée par marqueur, qui est donc une sorte de toolbox, enfin de boîte à outils, qui a été donnée aux obtenteurs, qui ont pu mettre au point donc, des géniteurs high oléiques, donc oléique 1, oléique 2, avec 76-78% de ces 18-1, et des géniteurs double L, low linoléniques, donc lino 1 à lino 4, avec des teneurs en C18-3 de l'ordre de 2,7 à 2,8%. Les variétés de colza Hall, donc pour le moment, ce sont des variétés qui sont cultivées sous contrat. Ça représente une très faible part de la surface de colza, de culture de colza en Europe, seulement 40 000 hectares. Il y a deux sociétés donc, qui se partagent le marché, c'est Monsanto et Dow. Et par contre, au Canada, en gros, 20% de la surface est cultivée avec des variétés de type Hall. On a des variétés lignées qui ont été donc inscrites ces dernières années, notamment par Monsanto, et également des hybrides restaurés, 2 hybrides restaurés qui ont été mises au semis en 2011. Donc, les mutants nains et Hall m'ont permis d'illustrer en fait l'intérêt des populations d'EMS, enfin de mutants EMS pour un criblage et donc pour une utilisation en génétique sens, donc au criblage phénotypique. Cependant, cette approche donc présente un certain nombre de limites, notamment donc identifier essentiellement des phénotypes les plus flagrants. Donc la plupart du temps, ces populations sont sous-exploitées, sachant parallèlement le fort taux de mutation qu'on peut avoir dans ces populations. Et également, donc, se pose un problème avec les espèces polyploïdes comme le colza et les familles multigéniques, à savoir qu'une mutation dans un gène ne conduit pas forcément à un phénotype observable. Donc, il y a un intérêt notable à pouvoir identifier des mutations à partir de gènes connus, puis de construire pas rétrospectivement, mais de construire par la suite des doubles ou des triples mutants à partir de ces mutations identifiées dans chacun des gènes pour un caractère donné. Et puis, se pose aussi une question de comment suivre un phénotype d'intérêt mais un peu subtil en descendance, et donc il y a un intérêt, d'accéder à la séquence du gène affecté. Donc, depuis une petite dizaine d'années, est apparu donc le concept de la génétique inverse pour exploiter les collections de mutants. Pour l'EMS, enfin, à partir d'une mutagénèse EMS, on va parler de TILing pour Targeting Induced Local Lesions in Genomes, c'est-à-dire qu'on va essayer de cibler des mutations induites dans les génomes. Donc, on se retrouve dans la situation suivante, c'est-à-dire qu'on a un génome qui est plus ou moins grand. Pour le cas du colza, on a un génome qui fait 1200 mégabases. Et on a un gène d'intérêt dont on connaît la séquence, puisque pour de plus en plus d'espèces, le génome est séquencé. Et il y a quand même pas mal de données au mix, on va dire. Et on se retrouve dans la situation suivante. On cherche parmi X bases du génome une mutation d'une base, puisqu'on est dans des mutagénèses ponctuelles, d'une base dans un gène particulier.
Donc, par exemple, pour le colza, c'est rechercher une mutation précise parmi 1200 mégabases. Alors, je passe sur la méthode du tiling qui m'aurait pris trop de temps à vous indiquer, mais j'ai des diapositives supplémentaires si vous voulez. Mais bon, en même temps, donc, on a mis au point donc, des méthodes d'amplification sélective de la cible par PCR avec des amorces marquées, etc. Et des méthodes de détection de polymorphisme de type simple base, SNP, qui sont également utilisés en termes de génotypage. Et grâce à ces deux, enfin, à la combinaison de ces deux méthodes, on peut, à partir d'un gène donné, retrouver une mutation, si tant est qu'on connaît la séquence de ce gène. Chez le colza, on a exploité, enfin, on a, ou avec d'autres dans la littérature, exploité avec le tiling les populations de mutants EMS, donc en cours, donc recherche de mutations naines, de lignées à déhiscence retardée, de lignées à graines jaunes pour tout ce qui est réduction des phénylpropanoïdes et qualité du tourteau, et en perspective. Donc, on peut également donc, rechercher des lignées à teneur et aux compositions en acides gras modifiés pour la qualité de l'huile, des lignées résistantes à certains pathogènes, mais également ce type d'outil va nous ouvrir, avec les nouvelles techniques de séquençage, une formidable réserve de données, enfin, en tout cas, un catalogue d'allèles assez important, d'allèles mutés, et puis avec justement les séquençages du génome, en particulier celui du colza, de nouvelles cibles pourront être identifiées dans les années futures. En conclusion, donc, j'ai parlé de deux exemples des hybrides et des mutants chez le colza pour l'aspect, enfin, utilisation des biotechnologies chez le colza. Il y a d'autres exemples de colza entre guillemets biotechnologiques, par exemple les mutants cléistogames, donc qui ont été également identifiés à partir de mutagenèse. Ceux-ci sont travaillés pour limiter la dispersion du pollen et éventuellement présentent une résistance à l'écrénage. Et puis également, donc, dans un certain nombre d'endroits dans le monde, on travaille beaucoup les résistances à des herbicides, soit par des approches de mutagenèse et de transgénèse, notamment au Canada et aux États-Unis et en Australie. Ici, j'ai essayé de faire de façon, alors non exhaustive, mais la plus détaillée quand même possible, le tour l'inventaire, merci beaucoup, des acteurs de la recherche de la sélection du colza oléagineux en France et dans le monde. Donc en France, une dizaine de sociétés de sélection. Au niveau recherche, donc l'INRA et les universités. Également donc des entreprises de biotechnologie type Biogema, le CETIUM pour l'interprofession et le GVS. Nos programmes de recherche peuvent être insérés dans des dispositifs type Promosol, Procolza, DGIE ou le Fonds de soutien à la recherche sur les oléoprotéagineux. Également, donc, on est soutenu par le GIS Génoplante et le GIS Biotech Verte et par l'Union européenne. Et puis à l'étranger, le paysage du colza, c'est surtout donc l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, la Chine et l'Australie, avec des sociétés plus ou moins connues, NPZ étant un représentant aussi très connu au niveau international. Voilà, donc pour finir, j'aimerais bien sûr remercier les organisateurs du colloque et en particulier Michel Gaboche pour son invitation, et un certain nombre de personnes qui sont donc d'une part mes collègues Régine Delourme, Michel Renard qui m'ont aidé à préparer cette présentation, et puis également des informations que vous avez pu voir dans la présentation et qui ont été glanées auprès d'un certain nombre de collègues autres que l'INRA. Et puis merci de votre attention.